Notre intervention est intitulée La nature chez Paul Ricoeur. Pour penser la trace, il faut à la fois la penser comme effet présent et signe de sa cause absente. Or, dans la trace matérielle, il n'y a pas d'altérité, pas d'absence. Tout en elle est positivité et présence. Pour le cœur, la nature et la règle, c'est que nous fait penser, avec Jean-Pierre Changé, édition Odell Jacob, 1998. Le but de cette étude est d'éclaircir les notions de nature et de nature humaine, ainsi que leur nécessaire interconnexion, et ce qui nous mènera à une autre corrélation fondamentale, celle qui existe dans la pensée contemporaine entre ces deux notions. D'une part, c'est celle de culture et de l'autre, celle de la nature. Pour cela, la pensée de Paul Ricoeur sera le principal fil conducteur. Tout d'abord, il faudrait apporter quelques précisions sur le terme qui vont constituer l'axe de questions ici, des questions traitées ici. Quand on parle de la nature, on fait normalement référence à l'ensemble des êtres, y compris l'homme. Cependant, cela n'implique pas ici l'idée caractéristique des penseurs du XVIIIe siècle, celle d'un ordre préétabli. Dans ce sens large, l'homme appartient à la nature et partage en conséquence beaucoup de traits avec d'autres, en particulier les êtres vivants dans l'échelle la plus complexe de l'évolution. C'est pourquoi Ricoeur s'occupe très sérieusement de la dimension somatique de l'être humain, trop souvent reléguée dans la pensée occidentale. D'autre part, nous parlerons de nature dans un sens plus restreint, aussi présence dans les écrits de Paul Ricoeur en tant qu'ensemble de choses matérielles desquelles l'homme dépend et avec lesquelles il doit nécessairement établir des rapports afin de survivre. Cet ensemble exclut en principe les autres hommes et en général les œuvres humaines. En ce sens, nous suivons la terminologie de pensée contemporaine qui opposait nature et culture. Et pourtant, il faut préciser de maintenant que de nos jours, on ne peut plus partager l'idée d'une opposition catégorique entre nature et culture, comme s'il s'agissait de deux mondes absolument séparés. Bien au contraire, la culture en tant que création humaine singulière joue le rôle de nécessaire médiation dans la relation homme-nature et ne peut être comprise que par rapport à la nature, en fonction de rôle adaptif particulier qu'elle joue. En accord avec le point de vue de l'anthropologie contemporaine, nous entendons ici la culture comme les modalités collectivement assumées de penser, de sentir et d'agir, transmises par la tradition, et non seulement comme le subsystème idéologique, conception du monde en général. Il faut préciser cependant que pour Ricoeur, c'est retient souvent à cette deuxième acception quand il parle de la culture. De la même manière, la nature pour l'homme ne peut être comprise qu'en tant que compte de système culturel à travers lequel l'homme se situe face à elle, l'appréhende et se met en relation avec elle. Ainsi donc, nous pourrions dire que dans le cas de l'homme, il n'existe pas de nature pure, et cela en fonction de deux raisons fondamentales. D'abord, parce que par suite de l'établissement de modes
modèles socio-culturels, plus particulièrement de méthodes techniques appliquées en présence de groupes humains, l'ensemble des êtres se transforme automatiquement d'une manière paradoxale. L'homme adapte constamment la nature à lui-même, afin de s'adapter lui-même à la nature qui devient par là même une nature humanisée. Deuxièmement, on ne peut pas parler de nature à l'état pur, parce que l'être humain non seulement transforme, mais aussi interprète et réinterprète sans cesse la nature, tout comme la réalité en général, y compris la réalité culturelle qu'il crée, au moyen de singuliers mondes de la vie et de points de repère concrets qui orientent l'action humaine. La raison ultime de ces phénomènes réside dans le propre mode d'être de l'homme, un être biologiquement indigent, ouvert et inachevé qui doit remplir son vide ontologique afin de canaliser son action. La culture en général et le système expressivement linguistique, en particulier symbolique, selon les termes des Cassirer, tentaient justement de remplir ce vide produit par l'indétermination biologique. Ce système proportionne un sens à tout projet humain, y compris la relation homme-nature. En somme, la nature pour l'homme est toujours médiatisée par les créations humaines. Ainsi, selon Cassirer, l'homme ne peut plus vivre seulement dans un univers physique, mais aussi et nécessairement dans un univers symbolique. Nous pouvons faire face à la réalité et à la nature en particulier sous une forme immédiate. Il vit par conséquent dans une nouvelle dimension de la réalité. Nous pourrions dire avec Cassirer qu'au lieu de traiter avec les choses elles-mêmes, l'homme converse constamment avec lui-même en tant que donc que la réalité physique paraît reculer dans la mesure où l'activité symbolique avec l'homme converse, s'oriente dans la réalité et se situe face à une nature toujours médiatisée par cette conversation, c'est-à-dire par l'univers symbolique qu'il construit. Ainsi, en caractérisant la nature, nous sommes amènes à traiter simultanément la question de la nature humaine, comprise comme mode d'être, dans un sens ontologique large. Il faut également tenir compte d'une autre notion plus restreinte de nature humaine qui est aussi présente dans la pensée de Paul Ricoeur. Déjà là, selon une expression qui lui est chère, les prédonnes de l'existence en tant qu'être inachevé, ouverte, n'invente pas son existence en partant du vide. Au contraire, il l'a construit à partir d'une situation qui renferme un inévitable déjà là, plus ou moins variable et auquel il doit s'accommoder. Dans ce sens, la nature de l'homme consisterait en ces aspects une table de l'existence qui font l'homme un très toujours situé, c'est déjà là que je ne pose pas, que je trouve à l'origine de mon existence et que conséquemment je n'ai pas choisi est présent sous deux aspects fondamentaux, le corps et l'histoire, soit la condition somatique et l'appartenance à une culture qui me limite et qui en même temps rend ma liberté possible. À ces propos, Paul Ricoeur affirme l'histoire et mon corps sont les deux plans de motivation, les deux racines de l'involontaire. De même que je n'ai pas choisi mon corps, je n'ai pas non plus choisi ma situation historique. Mais l'un et l'autre sont les deux de ma responsabilité. Entre mon corps et moi s'institue un rapport circulaire dans une des formes et précisément le rapport de motivation. De même, entre mon histoire et moi, l'histoire historialise de valeur un moment donne et elle sollicite mon addition d'une manière analogue à ma faim, ma soif,
ma sexualité, l'histoire m'incline comme mon corps, nous commencerons par analyser la nature humaine en tant que le déjà là somatique, sur un plan intrasubjectif, afin de passer ensuite à la considération du rapport de l'homme avec le déjà là extrasubjectif, soit les autres hommes et la création culturelle d'une part et de la nature et de l'autre part. La nature humaine en tant que mode d'être apparaît par la suite comme nécessairement impliqué. Paul Ricoeur insiste sur le rôle et le corporé dans ses écrits sur la philosophie de la volonté et particulièrement dans le volontaire et l'involontaire. Le rôle de la culture et de l'histoire seulement esquisse dans cet ouvrage n'en est pas moins important dans sa pensée, mais notre analyse vont être particulièrement taxés sur ses écrits Histoire et vérité et finitude et culpabilité. Les premiers objectifs de la philosophie de la volonté chez Paul Ricoeur est celui de adhérer la structure fondamentale du vouloir humain, autrement dit, les possibilités fondamentales de l'homme, au moyen d'une description idéatique de le début marque sa distance par rapport à la obscure réduction transcendantale de Husserl, abstraite pour Ricoeur, car elle n'atteint pas une véritable compréhension du corps. La description que Ricoeur mène à terme s'appuie sur et se nourrit d'une hypothèse fondamentale, celle de la réciprocité du volontaire et de l'involontaire. Seul et intelligible le rapport du volontaire et de l'involontaire, affirme Paul Ricoeur, un rapport dans lequel volontaire serait l'un qui ordonne le multiple de l'involontaire. Le besoin, l'émotion, l'habitude, le pouvoir ou les capacités corporelles, le limite vital, ainsi bien qu'en prenant distance par rapport à toute réduction naturaliste, matérialiste, Paul Ricoeur traite tout le champ de l'involontaire, la nature humaine en tant que déjà là, en tant qu'appartenant essentiellement à la nature humaine comprise comme mode d'être ou plutôt ici comme ensemble de structures fondamentales. L'involontaire corporel n'est plus ce qui accompagne l'homme, souvent en le gênant et ne faisant pas partie de ce qu'on pourrait appeler la nature humaine essentielle, en accord avec la conception traditionnelle de l'homme, prédominante dans la pensée occidentale, mais plutôt un ingrédient fondamental de l'existence humaine, la volonté, ou plutôt le vouloir, puisqu'il s'agit d'un développement et non pas d'une faculté au sens traditionnel, recouvre trois dimensions principales: décider, agir, consentir, chacune d'elles présentant une double face d'un même processus volontaire et involontaire. Ricoeur recuse complètement l'approche dualiste, laquelle a de profondes racines dans la pensée occidentale. Plus concrètement, il critique le point de vue cartésien, qui, instituant un dualisme d'entendement, est amené à penser l'homme comme brise. Ni ce point de vue dualiste, ni le réductionnisme naturaliste ne parviennent à la compréhension de l'être de l'homme sous une acception globale. C'est pourquoi Paul Ricoeur affirme dans son livre Le volontaire et l'involontaire, page 13, leur enquête de cogito doit être totalement. C'est au sein même du cogito qu'il nous faut retrouver le corps et l'involontaire qu'il nourrit. L'expérience intégrale du cogito enveloppe le je désire, je peux, je vis d'une manière générale. L'existence comme corps, une commune subjectivité fondée, l'homogénéité de structures volontaires et involontaires. Le nexus du volontaire et l'involontaire n'est pas la frontière de deux univers du discours, dont l'un serait
le cogito, sur la pensée, l'autre physique de corps. L'institution du cogito et l'intuition même du corps joint au vouloir qui pâtit de lui et règne sur lui. Elle est le sens du corps comme source de motifs, comme faisceau de pouvoir et même comme nature nécessaire. La tâche serait en effet de découvrir même la nécessité en première personne, la nature que je suis. Motivation, motion, nécessité sont des relations intersubjectives. Ainsi, s'il est vrai que c'est le sujet qui projette son action et qui en dernier lieu décide, il le fait toujours de manière motivée. Pas de décision sans motif, affirme Ricoeur. Et le motif émergeait à partir de deux champs, le corps, le besoin et l'histoire, les valeurs culturelles. Mais l'un et l'autre sont canalisés par l'affectivité. Donc la base est somatique. D'ailleurs, les valeurs les plus originelles sont les valeurs vitales qui font apparaître comme bon, ce qui contribue à la survie. Cependant, même les valeurs historiques sont enracinées dans la base somatique humaine. En effet, le corps n'est pas seulement une valeur parmi d'autres, il implique en quelque manière dans l'appréhension de tous les motifs et travers eux de toutes les valeurs. Et le médium effectif de toutes les valeurs, nulle valeur ne m'atteint qu'elle ne donne dignité à un motif. Nul motif ne m'incline qu'il impressionne ma sensibilité. J'accède toute valeur à travers la vibration d'un affect. Ouvrir l'éventiel de valeurs, c'est en même temps déployer l'activité selon sa plus grande envergure. Cependant qu'il s'agisse de valeurs vitales et de valeurs historiques, déjà là, elles sont loin de constituer un système clair et clos, une nature préfixée qui offre des réponses toutes faites aux individus. Bien au contraire, l'affectivité qui est le véhicule de valeurs ne forme pas de système et la vie, de sa part, est essentiellement ambiguë, avec des valeurs discordantes et des exigences hétérogènes. La vie de moi au stade humain est une situation complexe, non douée, un problème non résolu, dont les termes ne sont ni clairs ni concordants. C'est ainsi qu'elle est une question ouverte, posée au vouloir. C'est pourquoi, finalement, il y a un problème de choix et un problème moral. Dans l'émission du cogito, l'expression du nouveau vital ne forme pas un état dans l'état avec son ordre propre. Il n'y a pas d'ordre vital, il est plutôt une multiplicité clarifiée et unifiée par le tranchement de décision. La nature psychosomatique de l'être humain constitue un aspect fondamental du processus volontaire au plan de la décision, de l'élaboration du projet, bien qu'il s'agisse d'une nature ouverte, affaire d'un déjà là qui motive, mais qui ne détermine pas. Elle est en est de même en ce qui concerne l'agir, qui est d'ailleurs inséparable de la décision, puisque seulement la réalisation effective d'un projet le constitue en tant que tel. Et un vouloir qui projette est un vouloir incomplet. Il n'est pas mis le preuve, il n'est pas sanction. L'action est le cri de son authenticité, une volonté qui n'aboutit pas au mouvoir le corps. Par lui, changer quelque chose dans le monde, eh bien, c'est de perdre dans le vœu stérile et dans le rêve qui se réalise pas, n'a pas encore vraiment voulu. Le projet anticipe l'action, laquelle à son tour l'épreuve.
Sur le plan existentiel, interconnexion est incontestable. Au fond, l'action était déjà présente dans le projet à travers la conscience de la capacité implicite d'un sujet pour le mener à terme en me préjetant moi-même comme sujet d'action. J'affirme capable d'être de cette action. Cela veut dire qu'au moment d'agir, le sujet s'appuie sur certaines capacités primordialement somatiques. Si l'action a son corrélat intentionnel dans le monde, l'organe de l'agir est le corps, avec ses pouvoirs. Déjà, sur le plan de projet, le sujet assume implicitement sa capacité pour le mener à terme. Cela n'implique pas du tout une perspective idéaliste, comme si une faculté supérieure devait exercer sa maîtrise sur le somatique compris comme inférieur. Au contraire, l'action volontaire enveloppe déjà la spontanéité corporelle et elle s'accomplit à travers de cette dernière. La motion volontaire du corps ne se donne pas comme la puissance native d'un impérium sur un corps inerte, mais comme un dialogue avec une spontanéité corporelle qui s'appelle la règne de la hégémonisation. Ainsi, la conscience inclut sa propre relation avec avec le corps au moyen de certaines fonctions involontaires de mouvoir, le savoir-faire performe l'émotion, l'habitude. Parmi eux, l'émotion joue un rôle essentiel puisqu'elle est le ressort de l'action involontaire. Toute sa puissance est d'habiller de fin déjà présente à la conscience d'un certain prestige du corps. Donc, d'efficacité. La motion est la racine que nourrit constamment l'action volontaire, qui la sert en le précédant et en la débordant. Nous avons vu jusqu'à présent deux formes de nature. Qui constituent comme le revers de l'action proprement humaine sur deux plans qui sont inséparables, celui de la décision et celui de l'action. Il existe néanmoins un troisième plan où déjà là n'est pas plus proche de la nécessité que de la liberté. Le caractère, l'inconscient et la vie organique constituent les trois directions les plus inéluctable de l'existence humaine, le caractère étant la nécessité la plus proche de la volonté et la vie organique la plus éloignée. En face de cette nature, l'être humain ne peut que consentir, que l'assumer et l'intégrer à l'action volontaire. Si dans le cas de la décision et de l'action, nous nous référions à une nature ouverte au plan de constamment, cette même nature psychosomatique paraît se fermer, surtout en ce qui concerne la vie. Le sujet se trouve plongé dans la vie en tant qu'organisation. Organisation formalisée, laquelle constitue la condition de toute action, de toute décision, et en définitive de l'existence elle-même. D'autre part, la vie implique la dimension temporelle avec ses manifestations, la genèse, la croissance, le vieillissement, éprouvés comme des aspects factuels que nous rappelaient une direction inévitable de la vie et que d'autre part risquaient d'entrer en conflit avec l'identité du sujet. Et finalement, deux événements encadraient l'existence, la naissance et la mort. Si l'on s'étire exclusivement dans ce point de vue, l'existence humaine se montre comme un problème résolu plutôt que comme une tâche. Néanmoins, le consentement n'est pas une vue spectaculaire sur l'inévitable. Au contraire, il est
contemplation sans distance, mais une active adaptation de la nécessité. En quoi consentir et encore agir en quelque façon. Mais de moi, on tient compte seulement la nécessité à la première personne, la nature que je suis, qui se manifeste à travers la motivation, les pouvoirs organiques, la nécessité vitale. L'on reste sur le plan de relations intersubjectivité. Cependant, la compréhension de la nature humaine, dans ce sens, de déjà là, ne sera pas complète si l'on faisait abstraction de l'intentionnalité pratique de l'action humaine, du monde dans lequel cette dernière se situe. En fait, l'action volontaire n'implique pas tout simplement un rapport de la conscience à la propre dimension organique, mais aussi d'une manière fondamentale une relation originelle de la subjectivité au monde, pour que laisse de côté de, laisse de route cet aspect fondamental de l'existence de le volontaire et l'involontaire. Mais Léon était occupe dans Histoire et Vérité et le récupère dans ses écrits postérieurs. Cependant, dans son ouvrage sur la volonté, il reconnaît la nécessité de compléter son analyse que jusqu'alors s'est bornée aux limites de l'édiétique. Le caractère, l'inconscient et la vie sont les trois directions principales de ce nouveau règne de l'involontaire, de moins de l'involontaire corporel, car la position du fait des autres volontés et de l'histoire et de code de la nature constitue l'immense contexte de cet involontaire invincible. Nous faisons ainsi abstraction de ce contexte. Néanmoins, cette abstraction est imparfaite, car d'une part le caractère, l'inconscient, et même la vie retiennent les empreintes des autres volontés et de l'histoire des hommes et de l'organisation de la vie résume pour nous et en nous l'ordre de la nature. D'autre part, l'intelligence des rapports de la volonté à cette forme de l'involontaire corporel nous donne acre au sens de la nature prise globalement par rapport à la liberté. C'est dans la mesure où le monde tout entier est une vaste extension de notre corps comme fait pur qu'il est en lui-même le terme de notre consentement. Les deux autres formes de déjà là, les autres hommes, et leur production culturelle, d'une part, et la nature comme ensemble de réalités physiques, d'autre part, constituent le contexte dans lequel il faut situer l'action humaine ainsi que la liberté. Une liberté située pour le cœur, en effet, agir, c'est-à-dire avoir des initiatives, faire des projets et en même temps prendre en charge la nécessité signifie toujours motif, très motif, par la nature et par la culture. Qu'est-ce que cet être qui rend possible cette double allégance de motifs à la force et au sens, à la nature et à la culture, au bios et au logos? À sa question, répond l'homme est tel précisément qu'il appartient à la fois au régime de la causalité et à celui des motivations, donc d'explication de la compréhension. Au moment même où la nature et la culture interviennent, la nature humaine en même temps que mode d'être se voit immédiatement affectée. L'action humaine prend un certain caractère artificiel dans ce sens où l'homme est nécessairement situé dans un milieu humain fondamentalement technique et transformateur. Mais au fond, il réagit constamment à ses propres œuvres et non pas seulement à une nature brute. Le monde est ouvert à mon action, à son tour modèle le monde. Euh, L'agir est ainsi tendu entre le jeu comme vouloir et le monde comme champ d'action. L'action est un aspect du monde lui-même. Une certaine interprétation du monde est désormais enveloppe implicitement dans tout projet. Je suis dans un monde où il y a quelque chose à faire. Je suis embraqué pour y agir. Il est nécessaire, il est de l'innocence de toute situation qui m'affectait de poser une question à mon activité. Euh,
Il est le monde pour le projet et l'action, jusqu'à dans le projet les plus immobiles, le sentiment de pouvoir, d'être capable, mais le relève le monde comme horizon, comme matière de mon action. Transformation et interprétation sont les deux clés de la relation de l'homme avec les autres hommes et avec la nature dans un processus continuel et inachevé qui se matérialise dans les différents modèles culturels. La relation des individus avec la nature, à son tour, passe forcément par les relations socio-culturelles de l'avoir, du pouvoir et de valoir présentées dans tout au long de l'histoire. Ces relations avaient déjà être traitées par Kant, mais sous la forme des passions, des figures, de l'affectivité humaine. Pour Ricoeur, s'il est bien vrai que ces relations ont montré leur cogito, trop souvent dans l'histoire, passion de possession et de domination et de ostination. Il faut aller au-delà de cet aspect jusqu'à leur dimension originaire en les considérant comme des modalités fondamentales des êtres humains. Ces modalités jouaient un rôle essentiel dans la constitution de la propre identité individualité. La différence de soi ne constitue qu'en liaison avec des choses qu'en elles-mêmes la dimension politique, cosmique, culturelle. Il faut donc spécifier et articuler la relation de soi à un autre soi par le moyen de l'objectivité que c'est identifié sur le thème de l'avoir, du pouvoir et de valoir. Comment, euh, par l'avoir, euh, répond à cette nécessité de satisfaire des besoins organiques originels en établissant des rapports avec les choses. Ces rapports ne sont pas directs puisqu'ils passer par le crible de l'organisation cosmique. La réflexion directe sur le besoin que peut fournir l'acte au contraire, la constitution préalable de l'objet qui peut différencier le besoin proprement humain des besoins animaux. Nous ne savons pas ce dont l'homme a besoin avant de savoir ce qui est trop artistique. Euh, L'homme est donc un être qui construit des modèles cosmiques, qui travaille, mais cela implique d'une manière l'idée d'une propriété privée que, que Rousseau situé euh, par à l'origine de démarche culturelle. C'est suffit, cette intervention est finie. Merci bien de votre attention.